J'en ai marre de la France. Je vais chercher un boulot au Congo. D'ailleurs, les contrats avec les Congo dans ce domaine-là, est-ce que tu penses que c'est équitable? Ah, Question difficile. je pense que... Bienvenue dans l'épisode 9 de Portrait d'entrepreneur congolais, qui est également l'épisode 1 du parcours de Jessica Kiwami King. Comme d'habitude, nous avons commencé cette interview par son parcours, dans lequel elle nous raconte comment, à cause de la guerre qu'il y a eu au Congo en 97, ses parents et elle ont dû retourner en France. 1997, tout le monde sait les événements qu'il y a eu à Brazzaville, au Congo en général, la guerre civile, et c'est là où on a été rapatrié chez la double nationalité en France. Elle a grandi en France, donc, avant de revenir au Congo dès la fin de ses études, survenue en pleine crise des subprimes. Je pense qu'il y avait la crise des subprimes en France, c'était vraiment compliqué. Et je me rappelle avoir dit à mon père, j'en ai marre de la France, je vais chercher un boulot au Congo, est-ce que tu peux m'aider, je t'envoie un CV. Mais nous avons également discuté avec Jessica du doing business au Congo, de la position du Congo dans les contrats avec les sociétés pétrolières car elle travaille comme cadre dans une société pétrolière et de bien d'autres sujets. Mais je ne vous en dis pas plus, place à l'interview. Mais avant, jingle. Bonjour et bienvenue sur Business au Congo, la chaîne qui met en avant l'entrepreneuriat et les personnes qui entreprennent au Congo-Brazzaville. Que vous soyez entrepreneur local, entrepreneur de la diaspora, investisseur soucieux de contribuer au développement de l'Afrique et en quête d'opportunités en Afrique centrale, ou simplement une personne curieuse et désireuse d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat en Afrique à travers l'exemple du Congo-Brazzaville, cette chaîne est là pour vous. Ici, vous trouverez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des informations clés pour vous aider à naviguer les défis, à saisir des opportunités et à créer des entreprises florissantes au Congo et ainsi contribuer au développement économique du pays. Pour ne rien rater de nos aventures, suivez-nous également sur Instagram, TikTok, Twitter et Facebook sur @businessaucongo. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous proposer le type de contenu que vous voulez. Bonjour Jessica. Bonjour Chouad. Merci d'avoir accepté de m'accorder un peu de ton temps pour parler de ton parcours ici et de ton restaurant et de toutes les merveilleuses choses que tu fais depuis ton retour au Congo. D'accord, merci. C'est moi qui te remercie d'avoir pensé à moi. À mon avis, je pense que c'est une bonne opportunité de faire connaître le pays, de faire connaître aussi, voilà, il y a beaucoup de gens comme toi et moi qui étaient en France et qui sont rentrés. Et voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est pas facile, mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Plus qu'en France en ce moment, Oui. à mon avis. D'accord, ok, c'est super. On entrera un peu plus en détail là-dessus. Et du coup, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne connaissent pas et nous expliquer un peu ton parcours rapidement? Ok. Alors, je suis Jessica Kiwami King, j'ai 39 ans, je suis née à Poitiers. Mes parents s'étaient déjà installés au Congo, donc ma mère était partie en France pour marcher en fait. Donc après, on est rentré au Congo. J'ai fait ma scolarité au lycée français à Saint-Exupéry à Brazzaville. Ça c'est bien. Bon après, 1997, tout le monde sait les événements qu'il y a eu à Brazzaville, au Congo en général, la guerre civile, et c'est là où on a été rapatrié chez la double nationalité en France. Mes parents se sont installés à Toulouse, où j'ai grandi, vraiment de l'âge de 11 ans à une vingtaine d'années. J'ai fait vraiment toute ma scolarité presque, le collège, le lycée, les débuts de l'université. J'ai fait des études de droit. Je me suis spécialisée en droit des affaires. Et quand j'ai terminé ma licence, je suis allée à Paris. J'ai fait un master 1 dans une très bonne université d'ailleurs à Paris, à Panthéon-Assas, et après un MBA. À la suite de mes études, je me rappelle très bien parce que c'était en fin 2008. Je pense qu'il y avait la crise des subprimes en France, c'était vraiment compliqué. Et je me rappelle avoir dit à mon père, j'en ai marre de la France, je vais chercher un boulot au Congo, est-ce que tu peux m'aider, je t'envoie un CV. J'ai dit ok, pas de souci. J'ai envoyé un CV et il a déposé un peu partout. Et très rapidement, j'ai été appelée par Eni Congo. Est-ce que tu avais fait des stages qui étaient en lien avec tes études entre-temps? Oui, j'avais fait des stages ici au Congo déjà à la SNPC et à Paris dans les cabinets EY. D'accord. Bon, je pense que en plus je suis arrivée à une période en France, c'était la crise, mais ici c'était un peu boom pétrolier, notamment à Pointe-Noire.
Et donc, du coup, ils étaient en train de rechercher des jeunes profils bien formés, capables d'assumer des positions. Donc, ils m'ont appelé même pas une semaine plus tard. T'as été proactive dans ta démarche, Tout à fait. dans le sens où t'as fait des stages. Tout à fait. Puis, je tiens à dire que alors, mon père avait donné le CV à quelqu'un qu'il connaissait, mais la personne avait dit, bon, je sais pas si c'est pas ce genre de profil qu'on cherche. On va le déposer et on va voir ce qu'ils en pensent. Et donc c'était pas voilà, il y a ma nièce, prends-la. C'est pas du tout dans ce contexte-là, parce que après, quand ils m'ont appelé, c'était pas forcément pour travailler tout de suite. Ils m'ont appelé pour venir passer un entretien. Moi, j'étais à Paris. Apparemment, ils ont une organisation comme ça parce qu'ils ont recruté pas mal de gens à Paris, donc ils m'ont payé pour venir passer mon entretien. Ils ont une case de passage où ils logent leurs expatriés, donc ils avaient prévu une semaine pour moi ici. Et donc pendant cette semaine-là, j'ai enchaîné les entretiens. À la suite de ces entretiens-là, moi je suis repartie de Paris. Ils ont fait leurs analyses et ils m'ont rappelé quelques semaines plus tard pour me dire, voilà, votre profil nous intéresse, si vous êtes intéressé. Ils m'ont proposé un contrat, mais c'était un contrat local, c'était pas un contrat d'expatrié. Comme j'avais la double nationalité, c'était un contrat local parce qu'ils cherchaient des profils congolais et pas forcément expatriés. Toutefois, c'était un contrat local plutôt intéressant. Il y a quand même pas mal d'avantages. Ils ont payé mon billet d'avion de retour. Ils ont payé mon déménagement. Donc, en débutant, c'était un salaire plus de 2 000 €, si je me rappelle bien. Pour un débutant, il y avait parce que j'étais embauchée en cadre junior. Et donc, en tant que cadre junior, vous avez un avancement automatique pendant 5 ans. Et donc, franchement, j'ai un bon contrat, quoi. J'ai réfléchi, je veux dire, rentrer à Paris et être ici. Début de carrière, genre, premier travail, vraiment, vrai travail. Très intéressant. Oui, carrément. Ils ont fait une facilitation à l'installation. À l'époque, il y avait un prêt qui te donnait à taux zéro pour te permettre d'acheter des meubles, une voiture, voilà, pour que tu sois bien installé. C'est super. Et quand j'ai commencé, j'ai pas vraiment commencé exactement dans mon domaine parce que moi, je suis juriste fiscaliste et j'ai commencé dans le département des audits et notamment les audits joint venture. L'audit joint venture, c'est alors dans le secteur pétrolier, il y a des contrats qu'on appelle les contrats d'association. Il y a le contrat de partage de production, c'est souvent avec l'État. Et les contrats d'association, c'est le groupe contracteur, le consortium qui se met ensemble pour exploiter un champ pétrolier. Donc, il y a certaines règles qu'on a fixées de concert. Et parmi ce groupe contracteur, il y a une personne qui est l'opérateur. Donc, c'est celui qui dirige les travaux pétroliers. Et donc, les autres viennent l'auditer parce que il a la possibilité aussi de, se le dire, de faire quelques détournements. Parce qu'il y a de l'argent qui est mis en commun. Et donc, les autres viennent auditer pour s'assurer que, voilà, ce qu'on appelle l'argent qui est mis en commun, on appelle ça les cash calls. Donc, les cash calls pour réaliser les travaux pétroliers. Donc, il faut s'assurer que cet argent est utilisé à dessein, à bon escient, qu'il y a le respect des contrats, le respect du contrat de partage de production. Et donc, moi, mon background juridique et fiscal m'a servi dans ce département-là parce on subissait aussi l'audit de la République, audit fiscal et audit joint venture. Et c'était dans la division des finances, en fait. J'ai travaillé dans ce département pendant 2 ans et en tant que collaborateur junior, c'est une politique de la société de faire une formation aux collaborateurs. Notre maison mère se trouve en Italie, à San Donato, qui est une petite bourgade de Milan. On m'a mis à Milan pendant 2 ans et c'était un moyen aussi de ce qu'on appelle vraiment training on the job. Et on faisait les audits joint venture, mais à une échelle internationale, parce que ici, nous, on ne faisait que recevoir, ou au pire, on partait à Total, parce que c'est notre partenaire. D'accord. Mais là, j'ai eu l'occasion, et je suis très fière d'ailleurs, de faire des audits dans presque toutes les filiales de notre société, parce qu'on a un groupe mondial, on était au Venezuela, au Nigeria, l'Angola, Trinidad et Tobago, Algérie, Aberdeen, Mozambique. Wow. On a fait un peu le tour des filiales. Et là, on allait auditer maintenant les opérateurs. Parce que ici, nous, on était opérateurs. C'est-à-dire que c'était nous qui menions les opérations. Et là-bas, on était juste partenaires non opérateurs. Donc, on faisait la même chose que nous, on subissait ici. Et là, c'était de l'autre côté. Donc, ça m'a permis d'avoir une vision vraiment, exactement, assez globale. Parce que chaque pays a quand même ses spécificités en termes de contrat d'association et en termes de contrat de partage de production.
et ça m'a vraiment permis de bien comprendre le business en fait, parce que c'est vrai que voilà, on fait l'extraction du pétrole, mais le contrat c'est la base, parce que c'est sur la base du contrat qu'on fait tout. Justement, d'ailleurs, les contrats avec les clients dans ce domaine-là, est-ce que tu penses que c'est équitable? Ah, Question difficile. je pense que le Congo s'est réveillé, donc c'est-à-dire qu'il y a des contrats de plus en plus équitables. Surtout les dernières années, ils ont adopté une position très dure. Il plaît pas forcément toujours aux étrangers, voilà, les opérateurs, mais c'est normal, chacun défend ses intérêts. Tout à fait, mais je pense que maintenant, voilà, c'est pas mal. Ils ont vraiment une position qui est dure. Ok. Je dirais parfois un peu trop. Ok. Parce que tu sais, il faut avoir aussi un juste milieu, parce que je sais pas si tu regardes parfois le doing business. En ce moment, on est très 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 mal placé parce qu'il y a une pression fiscale qui est exacerbée. Oui. Et ça se ressent même dans les petits business. On en reviendra quand on va parler de la manita. Mais à un autre niveau, il y a une pression qui devient vraiment très forte. Oui, d'autant plus que le secteur informel est très développé. Donc du coup, ça réduit quand même l'assiette fiscale potentielle. Exactement. Donc oui, j'avais entendu ça de la part d'un autre entrepreneur. Là, c'était une interview que j'avais regardée du patron de Office, qui disait ça déjà, c'était il y a quelques années. Et il disait que il y a une pression fiscale qui est forte sur toutes les entreprises du secteur formel, parce que le secteur informel est tellement développé et représente finalement une espèce de concurrence déloyale à ce niveau-là. C'est pas faux, mais après je pense que ça c'est une réflexion que l'État doit mener, parce que faut avoir une certaine balance. L'année dernière, j'ai participé à une réunion dans le secteur pétrolier à Brazza. Il y avait une conférence en fait, et il y avait le ministre des hydrocarbures de l'Angola. Et il a reconnu, il a dit que non, on doit faire un effort là-dessus, parce que moi je suis une entreprise étrangère, je viens là, je suis directement asphyxiée et par le formel et aussi l'informel, parce que on va se le dire, ça donne pas forcément envie d'investir en fait. Là, on a des sociétés qui sont implantées depuis longtemps ici, mais je remarque qu'il y a pas tellement de nouvelles sociétés. Je parle dans le secteur pétrolier. Il y a pas tellement de nouvelles sociétés parce que c'est pas toujours évident. Donc, pour revenir à ta question, oui, le Congo, dans ses contrats, dans la rédaction des contrats, commence à avoir une position, on va dire, un peu plus win-win. D'accord. Par rapport à avant. Ça, c'est quand même bon. Oui, bien sûr, parce que en tant que Congolais, même si on travaille dans des sociétés étrangères, des fois on est un peu partagé. Oui, surtout toi, j'aurais dit que dans ton domaine, c'est clair que des fois on est un peu partagé, et vraiment j'espère que à l'avenir, parce qu'ils en ont la possibilité, que le Congo vraiment va recruter de plus en plus de personnes bien formées pour pouvoir batailler à armes égales, parce que c'est pas toujours le cas. Et pourquoi est-ce que tu penses que le Congo, parce que il y a une société pétrolière au Congo, il y en a même deux, il me semble. Il y a la SNPC et puis la Coraf. Je sais pas si c'est congolais. Si, c'est la Coraf, c'est une filiale de la SNPC. D'accord, ok. Et tu vois, pour autant, les experts juridiques de ton rang, ce sont les sociétés étrangères qui se retrouvent à les employer. Oui, mais à la SNPC, moi, je connais la responsable générale, ça semble très bien formée. Vraiment. D'accord. Formée à Paris. Enfin, je sais qu'elle est là maintenant, elle est au ministère. D'accord. À l'époque, c'est bien formée. Mais dans les négociations, c'est pas toujours que la SNPC. Parfois, c'est avec l'État, directement les ministères des hydrocarbures. D'accord. Et je suis pas en train de dire que les gens sont pas formés. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de dire que notre État mériterait vraiment à développer encore davantage, faire plus d'efforts, développer encore pour pouvoir quand on discute avec les experts qui viennent de Paris ou qui viennent de Milan, pour pouvoir vraiment discuter à armes égales. Et je dis que déjà là, moi j'ai constaté les dernières années vraiment, on a des discussions à l'État, des positions très très dures, vraiment. Des fois, c'est des casse-têtes chinois, mais c'est bien. C'est bien. Ça veut dire, voilà, on protège l'État, on protège les biens de la République. Nous, on fait de l'exploitation, en fait.
Ça, on parle de partage de production, c'est-à-dire que voilà, ça t'appartient. Moi, je vais venir, je vais mettre des investissements pour pouvoir faire l'exploitation. Et voilà, et puis on va se partager les revenus. Donc, alors quand j'ai fini ma période d'expatriation, j'ai un peu shifté. Donc, je n'étais plus, je faisais plus l'audit joint venture. À l'époque, je faisais l'analyse des contrats. Je m'assurais que les contrats écrits étaient respectés. Et là, j'étais dans le département qui écrivait et faisait la négociation des contrats. D'accord. Donc, et ça, les contrats, que ce soit les contrats avec l'État ou aussi avec nos partenaires, parce qu'on a plusieurs accords avec les partenaires. Et donc, le principe, c'est on draft, hein, les CPP, les GOA, les Joint Operating Agreements, c'est les contrats d'association dont je te parlais. Okay. Et puis d'autres contrats de collaboration avec les différents partenaires. Et là, j'ai trouvé que c'était une suite logique pour moi et c'était beaucoup plus intéressant pour moi parce que là, vraiment, c'était vraiment droit. Oui. Mais vraiment droit des affaires. Parce que moi, j'ai pas vraiment travaillé depuis que je suis sortie de l'école dans, on va dire, l'application du droit pur que font les avocats. C'est vraiment le droit appliqué au business. Et c'est vraiment cette partie qui m'intéressait parce que ce que j'ai appris à l'école, ça ne sert pas forcément tous les jours, mais c'est une logique qui me permet de comprendre et de faire une certaine analyse. Et là, on analyse avec, il y a l'aspect commercial qui vient pas forcément purement juridique, mais juridique et commercial. Parce que là, tu dois négocier en t'assurant que l'intérêt de ta société prime. Donc, il y a des clauses que tu dois mettre, des protections et tout ça, parce que tu dois protéger à tout prix les intérêts de ta boîte. Et franchement, ça c'est fantastique parce que ça t'a servi aussi pour ton restaurant, pour les statuts de ton restaurant et les contrats que tu rédiges avec différents partenaires. Exactement. Et même quand on fait des activités avec les sponsors, des fois j'ai des positions très dures dans les négociations. Quand on est spécialiste, c'est dans les négociations, des fois j'ai des positions dures, hein, mais oui, mais des fois c'est compliqué. Je dis non, mais c'est comme ça parce que effectivement il y a un peu d'expérience. Après, il est vrai que c'est pas forcément moi qui suis en front office parce que tu vois, quand on part discuter avec la République, c'est souvent le directeur général, etc. Mais nous, on fait tout un travail derrière. Et après, c'est là d'ailleurs que je trouve toute la valeur ajoutée, hein, parce que ceux qui sont en front s'aident de ce que ceux qui sont en back ont fait au préalable. Exactement. Et donc c'est juste bon, voilà, tu es la figure. Là, par exemple, si ton restaurant, toi, tu es la patronne du restaurant, pour autant tu t'appuies sur tes chefs, sur tes serveurs, sur et finalement ce sont eux qui maîtrisent bien enfin je suis pas en train de dire que c'est pas cuisiner par exemple, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire, voilà, mais tu vois, chacun en fait maîtrise son domaine bien comme il faut, quoi. Et donc c'est normal. Là, je comprends que tu as une activité professionnelle quand même très riche et très prenant et en plus très intéressante pour toi et épanouissante. Maintenant, dans tout ça, comment naît la Morita et à quel moment et pourquoi? Alors, c'est pas toujours facile en tant que femme et noire, même au Congo. Waouh. Oui. Et ça, c'est un truc que je dois dire à Pointe-Noire au Congo notamment. Quand tu vas ouvrir ton activité, tu vas avoir une période de grâce. Exactement. Mais il faut le comprendre en fait parce que faut pas forcément que tu bases ton business sur cette période-là. Oui. C'est-à-dire que ça devient infernal parce qu'il y a trop de gens. Et c'est ça que je reproche. J'ai fait une année, tous les jours, j'ai appelé mon père, non, mais là, c'est pas possible, là, je reprends à parler. En plus, c'était un peu la merde, en fait. Je me dis, mais qui m'a envoyé, en fait? C'est possible.